Dans une note d'information adressée au gouvernement de la République démocratique du Congo cette semaine, l'Institut du cobalt annonce que le département de travail des États-Unis a ajouté les cobaltes à sa liste noire 2024 de biens produits par le travail forcé ou le travail des enfants. C'est donc une sanction américaine infligée à l'administration, à la filière congolaise du cobalt. Face à ces décisions ou à ces coups de tonnerre, l'entreprise générale du cobalt réaffirme son engagement de travailler dans la transparence en toute responsabilité et surtout avec son engagement total envers de pratiques rigoureuses fondées sur l'éthique dans l'exploitation artisanale du cobalt. Et puis le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, demande à la communauté internationale de condamner et de sanctionner les Rwandais, pays agresseur de la République démocratique du Congo sous couvert du mouvement rebelle M23. Déclaration faite à la tribu des Nations Unies et c'était dans le cadre de travaux de la 16e, de la 79e session, entendez par là la 79e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Mesdames et messieurs, voilà les différents sujets qui feront l'objet de votre émission Géopresse que j'ai le réel plaisir de vous présenter aujourd'hui. Je ne suis pas seul sur ces plateaux pour aborder ces sujets, je reçois des journalistes. J'ai à ma gauche, donc à votre droite, Don Momat, journaliste politique ici au groupe de presse Géopolis Forum, que je salue. Bonsoir Don. Bonsoir Monsieur Jojo. Voilà, et à ma droite, donc à votre gauche, c'est Patrick Ilunga, journaliste politique et journaliste spécialisé également sur des questions sécuritaires ici au groupe de presse Géopolis Forum, à qui j'ai dit aussi bonsoir. Bonsoir Jojo Moulama, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Contrairement aux deux invités que je viens d'annoncer, c'est Dieudonné Boinali, lui il est journaliste économique au groupe de presse Géopolis Forum, à qui j'ai dit aussi bonsoir. Bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir à mes deux co-débatteurs, Patrick Ilunga et à notre directeur des informations, Don Momat. Salutations aussi cordiales à tous nos téléspectateurs. Voilà, merci, vous êtes la bienvenue dans votre émission Géopresse. Nous allons démarrer cette émission avec la lecture des journaux parus ce vendredi 27 septembre 2024. Voilà, on démarre cette revue de presse avec Géopolis Hebdo qui titre à sa une la RDC, acteur clé dans la transformation des systèmes énergétiques mondiaux. Félix Tshisekedi propose un deal à la communauté internationale. D'après l'auteur de l'article, tout en appelant à la coopération internationale pour développer les technologies et infrastructures nécessaires, le chef de l'État de la RDC a réaffirmé la détermination de son pays à mettre ses ressources naturelles à contribution pour le développement inclusif. Dans le même chapitre, le journal La Prospérité titre « Membre non permanent au Conseil de sécurité, ONU, Félix Tshisekedi dévoile la candidature de la RDC ». D'après ces quotidiens, ambition réellement affichée, vision d'aller vers les hauteurs de la gestion de problèmes du monde, atout indéniable, la RD Congo est bien là en tant qu'un de pays africains inscrits dans la course pour arracher une place parmi les membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. D'ailleurs, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a si bien dit, note les quotidiens, c'est mercredi 25 septembre 2024, du haut de la tribune, dans son allocution dont la trame essentielle aura été certes centrée sur la situation préoccupante de guerre, d'agression devenue de plus en plus harassante. Dans un autre chapitre, Forum de ZAS parle de Denis Kadima qui sollicite l'implication du VPM Chabani dans la sécurisation de législatives à Yakoma et Massimanimba. D'après ces journaux de la 11e rue Limeti, lors de cette rencontre, Denis Kadima a insisté sur la nécessité d'une étroite collaboration avec les autorités sécuritaires pour garantir les bons
déroulement des scrutins à venir. Entre guillemets, nous ne pouvons pas aller aux élections sans qu'il y ait la police, a déclaré le président de la CENI. Il a sollicité le soutien du ministre de l'Intérieur pour sécuriser les élections dans des circonscriptions telles que Yakoma dans le Nord-Ubangi, Masimanima dans les Kwilu et Kwamut dans le Maïndombe où les votes avaient été annulés en raison de fraudes électorales et d'insécurité. On va boucler cette revue avec la tempête des tropiques qui parle du désengorgement des prisons. Le système carcéral doit être repensé. Pour ce journal du boulevard du 30 juin, les détenus préventifs ne doivent pas rester en prison mêlés à d'autres condamnés par le cours et tribunaux. De ce côté-là, Constant Moutamba n'a pas péché, il a agi en ordre, note tout de même la tempête des tropiques. Comme les détenus ont été envoyés dans le milieu carcéral par le magistrat et juge, à ces derniers de penser agir dans les temps requis, ne dépassant pas 6 mois, selon le cas. Voilà, c'est tout pour la lecture de journaux Paris. C'est vendredi 27 septembre 2024. Voilà, je vous annonçais dans le titre, l'entreprise générale du cobalt, une entreprise congolaise spécialisée dans la production et la commercialisation de ces minerais stratégiques, a réagi depuis le jeudi au dernier communiqué de Global Institute qui a annoncé que le département de travail américain a ajouté le cobalt, ces minéraux, à sa liste noire. Dieudonné Boinali, en suivant ou en lisant la note de l'entreprise générale de cobalt, on peut remarquer que les GC ne remet pas en cause la décision américaine. Donc cela n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Nous félicitons tout d'abord le management de l'entreprise générale du cobalt, qui est une filiale de la Générale et des Carrières, GECAMINE, une société à 100% appartenant à l'État congolais, parce que cette note d'information est tombée le 24 septembre 2024. 24 heures après, soit un jour, l'entreprise générale du cobalt a réagi pour calmer un peu les jeux, parce que cette note est considérée comme une décision, a été considérée dans le monde des affaires, surtout dans le secteur minier, comme un coup de tonnerre. Parce que comment comprendre qu'un pays dont la majorité des ressources mobilisées proviennent du secteur minier soit sanctionné juste quelques jours après le vote du budget de l'État, après le dépôt du budget de l'État à l'Assemblée nationale, un projet de budget évalué à 18 milliards de dollars américains. C'est une réaction responsable pour calmer le jeu, pour rassurer tous les partenaires que l'entreprise générale du cobalt ne dort pas sur ses lauriers. Elle travaille pour formaliser le secteur du cobalt artisanal, les rendre plus transparents et pour que les consommateurs finaux soient aussi rassurés que les produits provenant des mines congolaises ne sont pas les fruits d'un travail qui a été réalisé par les femmes, surtout les femmes enceintes, les enfants, les mineurs. Mais nous venons de loin pour comprendre bien cette question. Il faut tout d'abord savoir que la République démocratique du Congo est le principal producteur de ces métals, les cobalt. La production de ces minéraux est associée à celle du cuivre parce que là où vous trouvez le cobalt, vous trouvez aussi les cuivres. Les deux minéraux se trouvent presque dans les mêmes gisements et dans les copperbelt congolais, plus précisément dans les provinces du Haut-Katanga et dans les Lualaba. Selon maintenant l'ISGS, la production du cobalt en République démocratique du Congo
est passé de 2018 de 170 000 tonnes à... Non, je voulais dire de 104 000 tonnes à 170 000 tonnes de 2018 à 2023. Donc pendant 5 ans, nous avons assisté à une augmentation de 63% de la production congolaise du cobalt. 104 000 vers 170 000 Jojo Moulambo. Et c'est énorme. Et dans ces 170 000 tonnes, vous trouvez la part du marché artisanal, c'est-à-dire de la production artisanale, qui varie de 10 à 30%. Or, on reproche à la production congolaise d'être en partie, c'est-à-dire que un tiers de cette production provenant de l'artisanat minier. Maintenant, sur le plan international, il y a eu des initiatives comme Cobalt Battery Alliance, Fer Alliance Battery, pour essayer un peu de formaliser ce secteur. Et puis beaucoup d'entreprises congolaises se sont associées à ces initiatives. Maintenant, sur le plan national, nous nous rappelons qu'en 2018, je vais citer le président du conseil d'administration de la GECAMI de l'époque, Albert Yuma Moulimbi, il a annoncé la création de l'entreprise générale du cobalt. Là, nous étions en 2019. Cette création a été associée à celle aussi d'une autre, celle de la création de l'ARESCOM. Les deux institutions ont pour mission, pour l'ARESCOM, c'était de légiférer pour le secteur du cobalt artisanal. Mais pour l'entreprise générale du cobalt, c'était de racheter toute cette production-là via les coopératives. Il fallait racheter toutes ces productions et les formaliser et les mettre dans les circuits officiels parce qu'on ne pouvait pas laisser les artisanaux produire les cobalts avec la part des marchés de 10 à 30%. Donc on peut considérer aujourd'hui que l'entreprise générale du cobalt travaille comme elle a dit dans sa note ici, qu'elle réaffirme son engagement de travailler en toute transparence. Donc c'est une entreprise responsable dont le travail n'est pas lié au travail des enfants. Son travail n'est pas lié au travail des enfants, mais l'entreprise générale du cobalt est là pour débarrasser le secteur du artisanat du cobalt des mains non qualifiées. Il est interdit de trouver dans les zones artisanales les enfants, les mineurs, les personnes vivant avec un handicap, les femmes enceintes. Ces personnes-là sont interdites d'exercer, de travailler dans le secteur artisanal. Et comme on parle des droits de l'homme, il n'y a pas que les enfants, les femmes enceintes, les mineurs qui sont interdites de travailler dans ce secteur artisanal. Comme on parle des droits de l'homme, il y a aussi d'autres faits qui sont reprochés à la République démocratique du Congo. C'est le fait de faire des délocalisations. Vous savez, quand il faut agrandir une mine, une entreprise minière est appelée aussi à faire des délocalisations, déplacer les populations. Et ces opérations ne se font pas au standard international. Certaines entreprises minières violent les lois internationales et surtout les lois congolaises. Et tous ces faits-là sont répertoriés. Il y a par exemple des activités minières qui polluent aussi l'environnement. Ça fait partie aussi des violations des droits de l'homme. Vous avez aussi des activités minières par exemple à Kolwezi qui occasionnent la production de la poussière, qui occasionnent la pollution de l'environnement, qui pousse certaines personnes à quitter leur maison, leur parcelle contre leur volonté parce que les mines sont tentées de s'agrandir. Tout ça sont répertoriés par Cobalt Institute et par le département d'État américain du travail. C'est ce qui leur a poussé à prendre cette mesure disant que, attention, demain, si vous ne prenez pas de mesures pour interdire tous ces enfants, tous ces méfaits, tout ce qu'on a relaté dans les rapports, nous serons appelés maintenant à décréter un embargo contre les cobaltes congolais. Et c'est une chose que nous ne souhaitons pas. Ça aura un impact négatif sur le... Oui, ça aura un impact négatif sur le budget de l'État d'abord, parce que nous sommes les premiers producteurs mondiaux du cobalt. Et le cobalt fait entrer beaucoup d'argent
dans les caisses de l'État. À côté, il y a le cuivre. Il y a le cuivre aussi qui est dans cette liste-là. Et ça nous permet aussi de stabiliser les taux d'échange. Souvenez-vous de la disposition du code minier qui demande à toutes les entreprises minières de rapatrier 40% de leurs recettes vendues à l'extérieur. Non seulement ça, il y aura un coup dur sur l'emploi. Parce que comme nous ne vendons pas, ces entreprises-là seront appelées à décréter ou bien à mettre en place du chômage technique pour leur argent. Ça sera très grave. Et puis, ça peut amener demain à des revendications sociales et puis à des manifestations, ce que nous ne souhaitons pas pour les Congo. Oui. Mais derrière cette décision du département d'État, il y a la guerre commerciale. Nous allons y revenir. États-Unis-Chine qui s'exporte en République démocratique. Nous allons y revenir. Je pense que ce sera la prochaine question. Mais je prends d'abord Patrick Ilunga. Patrick Ilunga, selon l'Institut de Cobalt, la décision d'inclure le cobalt pour le travail forcé souligne la nécessité pour les entreprises de la chaîne de valeur du cobalt de s'assurer que leur approvisionnement est responsable et conforme aux normes internationales. Donc, il n'est pas interdit aux marchandises là d'aller au-delà des frontières des États-Unis. Mais c'est une question de s'assurer. Alors, ne pensez-vous pas que l'entreprise générale du cobalt, qui s'occupe de la production du cobalt, sa commercialisation, de renforcer son arsenal juridique pour éviter de telles situations? Non, moi je pense que d'abord, il faut souligner que la question, à mon avis, dépasse même l'entreprise générale de cobalt. C'est une question qui touche directement la RDC parce que le pays peut compter sur ses ressources, ou bien son cobalt. C'est un maillon essentiel dans ce que moi j'appelle la diplomatie économique de la RDC. Si la RDC peut parler, peut, on va dire, faire valoir sa voix, c'est aussi entre autres grâce à ses ressources. Aujourd'hui, le pays se fait appeler pays solution. C'est entre autres grâce à des ressources comme le cobalt, qui sont très essentielles dans la transition énergétique. Donc je pense que au-delà de tout, au-delà de l'arsenal juridique, c'est votre question, dont l'entreprise générale de cobalt doit s'assurer que ça doit être, on va dire, solide, regaillardi. Mais je pense que c'est la question, ça doit être pris au niveau de la RDC. La RDC doit, je veux dire, un peu protester ou bien contester. C'est une sonnette d'alarme qui a été tirée. Mais la RDC, la contestation, ce n'est pas seulement via de communiquer, mais aussi montrer et prouver que dans la chaîne des valeurs, dans l'exploitation, il y a un effort pour que les pratiques dans l'exploitation soient transparentes et responsables. Donc, je crois qu'il faut amener ces donc, la note de l'entreprise générale du cobalt ne suffit pas. Donc, les gouvernements congolais doivent prendre vraiment cette affaire... À mon avis, oui, parce que si jamais le cobalt congolais est entaché par une mauvaise réputation, c'est la RDC qui va en pâtir au-delà de l'entreprise générale de cobalt. Mais je pense que le département du travail, le département américain ou bien toutes les institutions spécialisées dans le cobalt ont soulevé une question qui, à mon sens, appelle un débat de fond sur la vraie problématique. La vraie problématique, à mon avis, c'est l'incurie ou bien le désordre qu'il y a dans l'exploitation artisanale des mines congolaises. C'est vrai que l'exploitation artisanale, aujourd'hui, c'est une question légale. Donc, en même temps que le code minier reconnaît qu'il y a une exploitation industrielle, en même temps que le code minier reconnaît qu'il y a une exploitation artisanale réservé aux nationaux pour que les nationaux soient en mesure aussi de se créer les richesses, de bien partager la richesse autour des mines congolaises. Mais dans l'exploitation artisanale, il y a deux gros problèmes, ou bien deux grosses problématiques. La première, c'est la formalisation d'abord de ces exploitants. On les appelle les creuseurs. Alors, il y a le SAIMAP qui doit travailler là-dessus, qui est censé identifier tous les exploitants artisanaux et les mettre dans ce qu'on appelle des coopératives. Et donc les coopératives sont en quelque sorte des plateformes
qui réunissent tous les trésors, comme on les appelle, et qui doit être l'interface officielle de SAEMAP ou bien de l'entreprise générale de Cobalt. Je dis SAEMAP parce que SAEMAP, c'est tous les artisanaux, voyez-vous. Mais je disais qu'il y a un gros problème. D'abord, la formalisation, l'identification de ces exploitants. Ils sont combien? On ne connaît pas exactement le D'autres qui les font dans leurs parcelles sans être identifiés. Ils sont 1 million, ils sont 2 millions. Comment on fait pour les encadrer? Parce que les gisements, bien les minéraux, ou bien les mines, sont des matières hautement, on va dire, qui peuvent être dangereux. Il faut des équipements spéciaux ou bien spéciaux pour ce genre de travail. Donc je crois que c'est le travail aussi de l'encadrement, de la formalisation qui doit se faire. Ça, c'est le premier problème. La deuxième problématique, c'est la problématique de création de zones d'exploitation artisanale. C'est vrai que dans la loi, c'est une obligation, il faut créer des zones d'exploitation artisanale, mais jusqu'ici, on n'en a jamais créé. Donc, ce qui fait que quand vous allez à Kolwezi ou bien dans les zones minières, vous voyez qu'il y a un désordre du fait qu'on n'a pas délimité le champ d'exploitation industrielle et les champs d'exploitation artisanale. Donc ce désordre-là, à mon avis, à partir du moment où, pour l'instant, moi j'avais posé la question à l'époque, et je crois qu'une personnalité de la Chambre des mines avait répondu que c'est une question de budget. Donc il faut beaucoup d'argent pour commencer maintenant à investiguer, pour chercher quelles sont les zones où les exploitants peuvent travailler seuls sans que les industriels ne viennent. Donc, ça, c'est un autre problème. Donc, ces deux problèmes-là, c'est la question de fond auquel l'État congolais ou bien les structures spécialisées doivent travailler pour justement mettre un peu de l'ordre dans l'exploitation artisanale. Et donc, il y a ce que moi j'appelle le triangle qui existe entre SAEMAP, l'entreprise générale de Cobalt, et le CSC qui a créé un laboratoire qui permet aux artisanaux de valoriser leurs produits et de se créer de richesses. Donc je crois que c'est important. Aujourd'hui, l'État congolais a quand même attaqué la question, comme on dit, a attaqué le taureau par le cornes. Il a pris les taureaux par les cornes. Par les cornes, en créant justement l'entreprise générale de Cobalt. Quand on parle de Cobalt, c'est que on parle de Kolwezi en réalité, de loin là-bas, parce que c'est là que c'est la terre du cobalt. Et c'est l'entreprise générale de Cobalt, c'est la seule entreprise publique, de minière en tout cas, qui a son siège social à Kolwezi. C'est pour s'attaquer justement à ce genre de questions. Le débat, il est à fond dans la société, notamment chez les experts des questions minières. On dit, mais peut-être pour annihiler ces genres de questions, ces genres de problématiques, il faut carrément supprimer ou bien interdire l'exploitation artisanale. Mais tout de suite, je dis non. Il y a d'autres spécialistes qui disent non. Pourquoi? Parce que l'essentiel des gisements au Congo ont été découverts par les artisanaux. Dieudonné Bouanaïli, vous avez été à Kolwezi, je crois, plusieurs fois. Vous êtes témoin qu'à Kassoulou, par exemple, les grands gisements qui existent là-bas ont été découverts par les artisanaux, par des gens qui travaillent. Ce ne sont pas par des chercheurs de grandes entreprises, non? Non, ce n'est pas par des recherches, on va dire, avec... On les appelle historiquement les mangeurs du cuivre. Les mangeurs du cuivre. Ouais. Donc je pense que c'est important d'encadrer les artisanaux, mais pas d'annuler leur travail, mais de s'attaquer aux deux grandes problématiques que je soulevais tout à l'heure. Dans mon mat, je viens à vous maintenant. Les manques d'encadrement des artisanaux est une gangrène. C'est ce qui amène même les départements des États-Unis à prendre une telle décision, puisque dans les exploitations des artisanaux, on retrouve des enfants, on retrouve des femmes enceintes, et c'est ça vraiment le vrai problème. Donc, il faut encadrer les artisanaux. Il faut les encadrer, oui. Patrick a soulevé deux problématiques qui touchent le secteur de l'exploitation artisanale et je partage tout à fait son opinion. C'est véritablement un problème. Mais ça, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt.
puisque, rappelez-vous, je crois que M. Boanali, après nous avoir posé les cadres de cette problématique qui a été soulevée par les départements d'État américains du travail, M. Boanali a placé un mot et qui, pour moi, est le véritable enjeu de la situation que nous vivons actuellement. Il a évoqué la question de la guerre commerciale qui sévit aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Et pour beaucoup d'analystes, disons-le clairement, pour beaucoup d'analystes, ils estiment, je suis en train de rapporter là leur pensée, ils estiment que certes, en prenant une telle décision, les États-Unis réaffirment leur engagement à travailler pour le droit de l'homme. Les États-Unis se présentent comme défenseurs de droits des travailleurs congolais. Mais attendez, nous avons la problématique de la traçabilité de nos minerais se pose dans d'autres coins de la République. La question de l'or dans les Kivu du coltan et autres, il n'y a jamais eu pareille décision. Et donc on estime que ce n'est pas pour une décision à deux vitesses. Effectivement. Et donc on estime que c'est au fait en réalité la Chine qui a été visée. C'est la Chine qui a été visée puisque le cobalt aussi en RDC, le cobalt lorsque nous l'exploitons, lorsqu'il sort de nos mines, c'est un produit semi-fini. Ok? Donc c'est pas l'entreprise générale du cobalt qui est visée. Non, Gécamine qui est visée. Ce n'est pas non plus la Gécamine qui est visée, c'est plutôt la Chine qui est visée par cette action. Puisque je vous le disais tantôt, lorsque le cobalt quitte nos mines, c'est un produit semi-fini qui va être transformé, qui va subir la plus grande transformation en Chine et qui devient un produit chinois en ce moment-là et qui est mis par la suite sur le marché international. Vous allez continuer, donc l'entreprise générale du cobalt n'a pas à s'inquiéter face à cette décision. Non, on s'inquiète énormément puisque cette décision, au fait, nous met entre l'enclume et le marteau. Puisque, en même temps, comme le disait M. Boanali, nous avons besoin des partenaires commerciaux qui apportent du cash dans nos mines. Et en même temps, nous devons également soigner notre coopération avec les États-Unis. Finalement, c'est d'ailleurs pour ça, vous voyez que le communiqué de l'entreprise générale du cobalt est vraiment nuancé. On ne rejette pas, on n'accepte pas, puisque nous sommes dans une situation très délicate où nous, en tant que RDC, on doit en même temps ne pas frustrer les États-Unis et en même temps ne pas frustrer la Chine. Disons-le d'ailleurs, en même temps que cette décision a été prise, M. José Fernandez, qui est sous-secrétaire d'État américain chargé de la croissance économique, a demandé une audience auprès du président Tshisekedi aux États-Unis. Et au cours de cette audience, les États-Unis ont réaffirmé leur volonté d'investir dans une industrie locale de transformation des matériaux, plutôt des minéraux stratégiques tels que le cobalt et le lithium et autres. Et donc, voilà, les États-Unis qui soufflent le chaud et le froid, mais en réalité, en tout cas pour beaucoup d'analystes, ces décisions touchent la Chine, mais en même temps, elle nous plonge vraiment dans une situation très délicate. Dieudonné Boanali, la question de la guerre commerciale refait surface. Donc, l'entreprise générale du cobalt n'a pas à s'inquiéter, mais c'est beaucoup plus la Chine qui aujourd'hui a beaucoup investi dans le pays. Nous connaissons les entreprises qui travaillent avec la générale de carrière et de mines Gécamine. La Chine, à travers la RDC, à travers des entreprises chinoises, est le premier producteur du cuivre et la Chine est le premier consommateur du cuivre. Merci pour la question.
Aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus de chiffres. Je rappelle que la République démocratique du Congo détient au moins 63% des réserves mondiales du cobalt. Mais en ce qui concerne les marchés mondiaux, la part des marchés de la République démocratique du Congo varie entre 70 à 74%. Dans cette production, si nous prenons les ratios de 100%, j'ai dit tout à l'heure que la production du cobalt artisanal représente, selon les années, 10 à 30% de notre production nationale que nous vendons sur les marchés internationaux. Et puis, notre plus grand acheteur, c'est la Chine. 90% des matières premières congolaises sont achetées par la Chine. Par là, vous comprenez l'importance et qui on a visé à travers cette mesure du département d'État américain du travail. Vous avez 170 000 tonnes de cobalt qui ont été produites en 2023. Mais on vous dit que la production artisanale représente entre 10 et 30%. Quand vous défalquez de ces 170 000 tonnes, la production artisanale, vous restez autour de 120 000 tonnes de cobalt produites par des entreprises telles que Glencore, 25%, CEMOC, 15%, ERG, 10%, Gécamine et ses différents partenaires, 10%. Vous avez aussi Trafigura et le reste des petits producteurs. Mais actuellement, c'est CEMOC qui a détrôné Glencore avec l'entrée en production d'une autre mine opérée par CEMOC qui s'appelle Kisanfu, ajoutée à TFM, ce qui fait que CEMOC est devenu aujourd'hui en République démocratique du Congo les premiers producteurs du cobalt au niveau national. Et CEMOC, quand vous regardez l'actionnariat de CEMOC, il est composé de 80% pour la multinationale chinoise et 20% pour la Gécamine. C'est pour vous dire que cette décision, elle ne vise pas directement la République démocratique du Congo, mais on vise la Chine. C'est pour cela que j'ai dit de l'exportation de la guerre commerciale États-Unis-Chine qui a débuté en 2018 avec le président Donald Trump, qui veut revenir encore à la Maison-Blanche. Je pense que ce n'est pas pour accentuer cette guerre commerciale. Je pense qu'il va jouer aussi à l'apaisement. Donc, on veut en réalité sanctionner la Chine. Mais nous, on ne va pas perdre. Mais malheureusement, on jette le discrédit sur les cobalts congolais. Mais lorsqu'on jette le discrédit sur les cobalts congolais, c'est-à-dire que nous également, nous allons perdre. Parce qu'il y a la Chine qui a investi. On va perdre un partenaire. Pourquoi je le dis? Au niveau mondial, vous avez des initiatives comme Global Battery Alliance, Fair Cobalt Alliance et le programme Cobalt for Development. Toutes ces initiatives, la République démocratique du Congo, via ses opérateurs miniers, est membre. Nous participons, nous collaborons. Et en interne, on a pris une série de mesures, des initiatives. Patrick Ilunga a parlé ici de la création du CEC, Centre d'évaluation d'expertise des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Ça fait plus de 20 ans que cette institution existe. Patrick Ilunga a parlé de SAEMAP pour l'encadrement du secteur artisanal, les petites mines et les mines à petite échelle. Le gouvernement congolais ne s'est pas arrêté là. On a créé la RESCOM pour légiférer ce secteur-là artisanal. On a même créé encore l'entreprise générale du cobalt, à qui on a donné les monopoles d'achat de cette production artisanale. Mais nous devons aussi reconnaître que ce ne sont pas toutes les coopératives qui vont vendre leur production à l'entreprise générale du cobalt. C'est là où nous avons des problèmes. Il y a une partie importante de la production qui passe entre les mailles du filet. Ça se retrouve entre les mains des coopératives chinoises et celles-ci les blanchissent. Ça fait passer via leurs entreprises, nous ne citerons pas leurs noms ici, qui opèrent en République démocratique du Congo. Et cette production se retrouve sur le marché international et ça nous crée des problèmes. Et puis, vous avez dans ces secteurs-là
certaines coopératives qui emploient des enfants, qui emploient des jeunes, des mineurs, et pourtant on leur dit il ne faut pas permettre à ces jeunes enfants de travailler dans les mines internationales parce que dans les mines artisanales, parce que vous créez des problèmes non seulement à vous-même, à vos propres coopératives, et aussi aux entreprises minières qui opèrent dans la même zone, parce que ce sont les mêmes gisements. Oui. Il y a certaines zones qui sont réservées à l'exploitation industrielle, d'autres zones, l'État a donné ça à l'exploitation artisanale. Voilà là où se situe le problème. Il ne faut pas croire que les mineurs artisanaux travaillent dans leurs propres sites et les industriels dans d'autres sites. C'est les mêmes gisements, nous sommes dans les Copperbet Katangé, ce sont les mêmes matières premières, vous avez les mêmes filons, vous avez les mêmes gisements qui est prolongé vers la mine artisanale. De l'autre côté, vous trouvez une mine industrielle. On a du mal maintenant sur le plan international à dissocier, à séparer dans cette production congolaise, quelle est la part de la production artisanale qui est propre et celle qui est impropre à la consommation, qui a été produite par ces personnes non autorisées. Voilà ce que je voulais ajouter à cette question. Mais je ne pense pas que l'entreprise générale du cobalt fait mal son travail. Mais nous regrettons le fait que cette entreprise a été installée en retard. Je donne un exemple. Vous créez l'entreprise générale du cobalt en 2019. Mais en quelle année on a installé les comités de gestion? En quelle année elle a été opérationnelle? On a pris beaucoup de retard. Il y a juste une année. Il y a juste une année. Mais je vais prendre... Je pense que les Américains doivent donner du temps aux Congolais. Oui, oui. Mais cette guerre commerciale ne profite pas aux Congolais. Mais comment le Congolais peut bien s'en sortir dans cette situation, Patrick Kilouba? Non, moi je pense que le combat contre, moi j'appelle ça la mafia, contre cette mafia qui essaie un peu d'entacher le travail de la production minière artisanale en RDC, le combat prendra forcément du temps. Parce que Dieudonné Boinal, il vient de le rappeler tout à l'heure, l'entreprise, par exemple, l'entreprise générale de cobalt a été créée en 2019, mais c'est seulement en août 2023 que le comité a été installé et qu'il est maintenant opérationnel. Donc on ne va pas demander des résultats à une entreprise qui vient de s'installer. Donc je pense qu'on peut être indulgent vis-à-vis de cette entreprise-là, mais reconnaître aussi qu'il y a des efforts que cette entreprise-là est en train de faire et que la coopération, on va dire l'architecture en termes de suivi des exploitants artisanaux que j'ai cité tout à l'heure avec le CMAP et avec tout ce qui va avec, cette architecture-là est renforcée aussi par l'ARESCOM. Donc le côté de loi, je pense que c'est important. Et au niveau de la loi générale, il y a aussi un encadrement des artisanaux, mais il faut un suivi parce que les lois existent. Les lois existent, les textes existent, mais il faut un suivi. Je pense qu'il faut peut-être actuellement, si vous allez dans les mines, fort malheureusement, à Kolwezi par exemple, on cite beaucoup Kolwezi parce qu'on parle du cobalt aujourd'hui, vous avez la présence des hommes politiques. Les hommes politiques qui ont une influence, qui utilisent parfois les éléments de forces armées ou bien de la police pour encadrer leurs carrés miniers. Alors que normalement, c'est des choses qui ne doivent pas revenir à des individus. Donc je crois qu'il y a aussi la main des hommes politiques qui fait que le travail ne peut pas être forcément facile à encadrer parce que les hommes politiques, ils ont leur influence, ils ont leur, entre guillemets, parapluie, peut-être à Kinshasa. Ils sont en Kolwezi, mais ils ont leur parapluie des hommes politiques haut placés qui les protègent et qui fait que ce travail-là, techniquement parlant, ne peut pas bien être encadré parce qu'il y a l'influence des acteurs politiques. Je suis d'accord avec vous. Les Américains sont au courant. Il n'y a pas un pays qui est mieux informé de la situation politique, économique, sociale, et j'en passe,
de la République démocratique du Congo que sont les États-Unis. Comment comprendre? C'est là où je dis que les Américains ont bien préparé leur coup en voulant sanctionner, entre guillemets, les cobaltes congolais. Mais moi, Dieu donné, voilà, vous avez la parole, mais je ne sais pas si Jojo peut m'autoriser à poser la question. Allez-y. Mais les initiatives pour assainir, on va dire, la chaîne d'approvisionnement des minéraux du cobalt ont toujours existé. Ouais. Rappelez-vous de ce qu'on a appelé le diamant de sang, de coltan, tout ça, entaché, tout ça. À mon avis, le souci d'assainir la chaîne d'approvisionnement a toujours existé. Je ne pense pas que ça existe seulement aujourd'hui contre tel ou bien tel... Je suis d'accord avec vous. Pourquoi j'ai dit que les Américains ont préparé suffisamment leur coup? Ils ont donné l'image qu'ils ont sanctionné la RDC, mais en réalité, ils ont sanctionné la Chine parce qu'ils savent que la balance commerciale entre la RDC et la Chine, c'est de 14 milliards pour la RDC et 1,4 milliard pour la Chine. Cette balance est excessivement excédentaire et positive pour la République démocratique du Congo. Et dans les 14 milliards, vous trouvez plus de 80% des recettes provenant du secteur minier. Et puis moi je me demande, nous avons les coltans, nous avons l'or, nous avons les cuivres, nous avons les niobium, nous avons les diamants, nous avons les cuivres, mais pourquoi les États-Unis, via son département d'État du travail, insistent beaucoup et longuement sur les cobaltes congolais? Je donne la réponse. Nous avons écrit dans Géopolis, c'est l'avant-dernière édition, un article intitulé « Minéraux stratégiques ». Les États-Unis d'Amérique décident d'investir dans une industrie locale de transformation dans la province du Lualaba. Dans mon match, je les remercie. Il a effleuré un peu la question. Le chef de l'État a reçu, ça c'est le domaine que Moulamba aime bien exploiter, le 23 septembre 2024 à New York, Joseph Fernandez, si devant les sous-secrétaires d'État américains en charge de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement. Celui-ci est venu dire officiellement au chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, que les États-Unis d'Amérique veulent investir dans une raffinerie, une première du cobalt dans la province du Lualaba, considérée comme notre coffre-fort des matières premières. Nous sommes le 23. Le 24, après-midi, le département d'État du travail prend cette note d'information et l'envoie à Cobalt Institute qui notifie au gouvernement congolais que voilà, votre cobalt vient d'être ajouté à la liste de 24 produits qui sont impropres pour être commercialisés sur les marchés internationaux, tout ça. Vous voyez comment les Américains jouent le jeu. À gauche, ils sanctionnent le même cobalt, non pas contre la RDC, mais en réalité c'est contre la Chine, dans le cas du prolongement de leur guerre commerciale en Afrique. Mais à droite, ils viennent proposer à notre président qu'ils vont récupérer ces cobalts-là pour les raffiner sur place via une jointe venture. C'est là où je vous dis que les Américains ne jouent pas franc jeu. Et puis par le passé, ils nous ont sanctionné encore en adoptant en interne aux États-Unis la loi Dodd-Frank. D'accord, Dieudonné Boinali. On va évoluer avec le sujet, mais je prends encore dans mon mat. Alors, que pensez-vous face à un tel partenaire qui joue un double jeu, comme vient de le dire Dieudonné Boinali? Que pensez-vous? Quelle attitude que la République démocratique du Congo doit avoir pour qu'elle puisse bien s'en sortir face à cette situation? Alors, merci encore une fois pour la parole, M. Jojo Moulamba. Je disais tantôt que le Congo s'est trouvé dans une situation vraiment délicate. Vous vous souviendrez qu'il y a un adage, il doit être africain, qui dit que lorsque deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtisse. Et ça, c'est pour rappeler ici à nous tous que, bien que ça soit une guerre prolongée pour beaucoup d'analyses entre la Chine et les États-Unis, la RDC va en pâtir puisque nous dépendons énormément de mines et les mines aujourd'hui sont majoritairement détenues par les étrangers, nos partenaires chinois. Le partenaire chinois. Oui. Et cette politique
ce qui se passe actuellement, c'est aussi une politique des États-Unis qui, après avoir un peu cédé le marché africain à la Chine, tente de revenir en force pour reprendre le reprendre le contrôle. À ce sujet, avec je le rappelle avec que le les Américains étaient actionnaires dans Teke Funguru Mining Effectivement. via leur multinationale Freeport McMoRan. Je me rappelle, Géopolis avait consacré la une de l'un de ses numéros de la revue économique à cette entreprise lors de l'inauguration de la mine de TFM. Mais les Américains ont vendu cette mine-là aux Chinois. Et aujourd'hui, ils disent aux gens, non, les Chinois sont nombreux dans les mines congolaises, ils veulent mettre les contrôles, fermer bas sur les minéraux stratégiques. Mais ils étaient là, ils se sont retirés, ils veulent revenir, mais quand vous voulez revenir, revenez par la grande porte. Mais malheureusement, c'est ce que je constate, ils font la concurrence déloyale et continuent les guerres commerciales au Congo. Non, c'est pas forcément de la concurrence déloyale, puisque les faits qui nous sont reprochés ne sont pas non plus des choses qui sont tirées en l'air, qui sont créées dans une boîte noire. Non, ce sont des faits qui, tout à l'heure vous disiez que les Américains sont hyper bien informés et donc ils sont en train de se baser sur des faits réels. Et nos faiblesses qui sont exploitées comme bon leur semble. C'était à nous, comme on l'a dit tout à l'heure, de répondre à certaines problématiques, comme le disait tout à l'heure M. Patrick Ilunga, de veiller à ce que l'exploitation artisanale soit bien encadrée, de veiller à ce que les zones d'exploitation soient bien délimitées, qu'on sache où commencent les zones d'exploitation pour les industriels, où est-ce que ça s'arrête, où commence celle des paysans, et où est-ce que ça s'arrête. C'est à nous de faire ce travail-là en fond. Au-delà de créer c'est un premier pas, il faut le reconnaître. Au-delà de créer des instances, des structures et tout, il faut, ce qui nous est souvent reproché à nous Congolais, c'est que théoriquement nous sommes bons. Théoriquement, nous idéalisons la société, nous avons des bonnes initiatives, mais quand il s'agit de passer à l'acte, c'est là que M. Patrick soulève par exemple la question de l'immixtion de politiciens dans les questions de mines, la question parfois de l'immixtion de certaines autorités militaires dans le mine. Tout ça fait en sorte que tout ça crée un désordre qui est difficile à assainir, et c'est par là qu'on nous prend assez facilement. Donc il y a un travail. Donc les Congolais sont eux-mêmes à la base de ce qui se passe dans le pays, du désordre qui se passe dans le pays. Vraiment en grande partie alors. Les politiciens qui sont à la fois aussi opérateurs économiques. C'est la question que je vous pose dans mon matin. Effectivement, on déplore tous effectivement cette situation où c'est en fait nous-mêmes qui sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Ok, c'est nous qui acceptons, puisque dans ce que nous est reproché, on parle également des salaires bas. C'est nous qui acceptons d'avoir ces salaires-là. Nous ne protestons pas. C'est nous qui acceptons de voir nos enfants partir dans les mines, travailler dans les mines sans que nous puissions les rappeler à la maison, parce que oui. nous ne savons leur donner une éducation des bases suffisantes, même si il existe, il faut quand même le dire, la gratuité de l'enseignement, mais elle n'est pas à tous les niveaux. Heureusement qu'on est en train d'envisager de l'étendre, mais il faut que en fait, nous avons une très grande part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. C'est comme ça que souvent la plupart des penseurs aujourd'hui nous appellent l'homme congolais à revenir à lui, à se réinventer pour avancer.
D'accord, merci pour vos analyses par rapport à ces premiers sujets. On va poursuivre avec l'émission et avec le dernier sujet. Et on n'a plus assez beaucoup de minutes. On a parlé de la déclaration du président à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies où il a fait appel ou demandé à la communauté internationale de condamner et de sanctionner les Rwandais, pays agresseurs de la République démocratique du Congo sous couvert du M23. Avant d'analyser un peu, de décrypter un peu son discours, on va les suivre dans cet extrait préparé par la régie. Dans une note d'information adressée cette semaine par Cobal Institute au gouvernement de la terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. Je ne saurais conclure sans rappeler qu'après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo se porte à nouveau candidate, soutenue par l'Union africaine et par la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, au poste de membre non permanent pour la période 2026-2027, lors des élections qui se tiendront à New York en juin 2025. La République démocratique du Congo a déjà occupé cette fonction entre 1982 et 1983, 1990 et 1991, période durant lesquelles elle a œuvré pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique et dans le monde. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et contribuant... Voilà, merci la régie pour cet élément. Nous venons là de suivre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a beaucoup insisté sur les sanctions et les condamnations à infliger au Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo sous couvert du mouvement rebelle M23. Comme nous le savons tous, les M23 contrôlent quelques pans entiers du territoire national congolais, principalement dans la province du Nord Kivu. Dieudonné Boanali, aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore demander de sanctions à la communauté internationale? Oui, il faut continuer. Pourquoi le président de la République doit se reposer ou bien enlever les mots sanctions et Rwanda Les 1-23 ne respectent pas le principe de cessez-le-feu. Vous savez, si le président de la République n'avait pas prononcé ces 3 mots, sanctions, Rwanda, communauté internationale, pour composer une phrase, je demande à la communauté internationale de sanctionner le Rwanda pour l'invasion de la République démocratique du Congo dans sa partie orientale depuis plus de 30 ans. Tout le monde allait dire ici, dans les salons IP, et dans les marchés, partout là où les gens se croisent pour discuter un peu de la politique congolaise, que le chef de l'État a bêti les Kambouana Kara. Donc, il en fait maintenant le cadet de son souci. Il n'insiste plus, il n'est plus comme au début là, où il avait un peu manifesté la politique de bon voisinage. Et puis par après, quand il a constaté que le Rwanda ne joue pas franc jeu, il s'est comporté maintenant garant de la nation, commandant suprême. En tout cas, je dois défendre les intérêts de la nation. On allait dire non, il a changé de discours. Hein? Et ce n'est plus le Tshisekedi du début qu'on a connu. Mais comme il a martelé
sur cette question. Il a renouvelé cette phrase, ces discours, les gens les traitent de tous les mots d'oiseaux. Moi, je pense que, à mon humble avis, je pense que cette question devait figurer dans son discours encore une fois. Il faut toujours marteler, insister, parler les discours de la République démocratique du Congo. La demande de la République démocratique du Congo sera toujours entendue par la communauté internationale et il y aura des solutions. Là où je condamne maintenant les gouvernements Kinshasa, c'est ces points. Tout en demandant des sanctions contre nos agresseurs, les pays qui viennent créer le chaos à l'est de la République démocratique du Congo, nous ne devons pas abandonner cette politique de mobilisation tous azimuts, mobilisation générale de la population. Moi, je félicite les forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai suivi dernièrement dans la presse que l'état-major général a lancé une nouvelle campagne de recrutement des jeunes pour renforcer nos forces vives. Voilà des actions qui doivent continuer. Je félicite aussi Mouyaya avec sa nouvelle campagne, Bendele Koyate, nouvelle formule. Voilà comment nous devons continuer à nous comporter. Cette flamme-là doit rester allumée. Nous devons rester éveillés. Sur le plan international, maintenir les mêmes discours. Sur le plan international, même dans nos médias, embargo, on ne fait pas passer les discours des terroristes dans nos médias. Défendons la patrie. C'est une bonne chose, c'est une bonne cause. Mais sur lui-même, le commandant suprême, lui-même le premier citoyen de la République, ne les dit pas dans ses discours. Comme chef de l'État, je peux utiliser tous les qualificatifs dévolus à son rang. S'il ne les dit pas, qui va les dire? D'accord, Dieudonné Bonal, on va prendre Patrick Ilunga, mais Patrick Ilunga, c'est pas la première demande ou la première exigence de la République démocratique du Congo, mais on a comme l'impression que la réponse tarde à venir, donc c'est-à-dire la condamnation, la sanction des autorités rwandaises, du Rwanda, le pays, et la RDC est soumis toujours au dialogue de Luanda. Bon, qui semblait l'heure pour certains. Il y a beaucoup de choses à dire. Le temps fait défaut. Avant de vous répondre, je commente un petit peu ce que Dieudonné Bonal vient de dire tout à l'heure. Il faut défendre notre patrie, mais on défend comment? Ce n'est pas en prenant des positions partisanes qui ne nous aident pas à nous remettre nous-mêmes en cause. Parce que la première question d'abord, moi je me suis rendu compte, et il faut se rendre à l'évidence, que nous ne sommes pas l'Ukraine. Hein? Nous ne sommes pas l'Ukraine pour que toute l'Europe... Mais nous n'avons pas pris la stratégie de l'Ukraine. Non, on a pris la stratégie de l'Ukraine. Par exemple, Zelensky dit partout qu'il faut... Et on a sanctionné l'Europe. L'OTAN a lourdement sanctionné la Russie. C'est parce que la Russie est très forte. Des avoirs gelés et de oui, même russes. exclure le système bancaire international. C'est parce que... Vous savez pourquoi exclure des événements, des activités sportives. N'est pas très entendu au niveau de la communauté internationale. C'est là que je peux peut-être arriver. Que le chef de l'État ne fait pas bien son travail. Il le fait très bien. Même tous ses ministres, ils le font très bien. Le problème au niveau du continent africain, on n'arrive pas à prendre les corps des problèmes congolais, comme le disait si bien l'ancien président Eyadema. Si la case de votre voisin est en train de brûler, il faut vite aller les secourir, parce que sinon demain ça sera tout. Donc, je pense qu'il faut Patrick nous a la parole, s'il vous plaît. Donc, Dieudonné Bonal, vous avez raison. L'Union africaine n'a jamais condamné le Rwanda jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le problème. L'Union africaine, bon, à part le fait qu'il y a eu une sorte d'initiative disant que, mais en termes clairs, comme le feraient peut-être d'autres institutions, non. Bon, ça c'est une autre question. Moi, j'étais en train de dire qu'on n'est pas l'Ukraine. On ne peut pas espérer... Un candidat membre à l'adhésion à l'Union européenne. Voilà. Tous les pays membres de l'Union européenne se comportent comme si l'Ukraine faisait déjà partie de l'Union européenne. Voilà. C'est pour cela que leur cause est attendue. Voilà. Maintenant, pour nous, est-ce que ce que fait le Rwanda pour la République démocratique du Congo, si demain un autre pays africain, prenons par exemple le Nigeria, le faisait pour un autre voisin, ou bien les Zimbabwe le faisaient pour l'Afrique du Sud. Permettez-moi de finir mon argumentaire. Est-ce qu'il peut finir son argumentaire? Permettez-moi de finir mon argumentaire. Je pense que pour la question sécuritaire, il y a beaucoup de choses à se dire. Sans gants. Il y a d'abord le fait que
notre narratif, en tout cas notre rhétorique, ne captive pas beaucoup parce que le narratif du Rwanda est aussi entendu et écouté. Quand le Rwanda parle, on lui donne, il trouve quand même des oreilles attentives, ici ou ailleurs. Donc le travail de lobbying est important. Et puis, deuxièmement, on a vu que, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur le rapport des experts des Nations Unies qui dit le Rwanda, mais à la fin, le même rapport dit aussi que la RDC, vous soutenez les FDLR. C'est vrai ou pas vrai, on ne sait pas. Mais c'est le narratif du Rwanda qui prennent aussi. Oui, les Tutsis rwandais, les Tutsis qui sont en RD Congo ne sont pas aussi, sont beaucoup inquiétés, c'est ça aussi. Non, c'est pas vrai. C'est ce que Kagame a dit aux Nations Unies aussi. Oui, mais c'est pas vrai parce que les questions interethniques, les combats interethniques, ça existe. À Kisangani aujourd'hui, ça existe. Dans le Tanganyika, ça existe. Ça existait, je crois, dans le Kasaï. Ça existait dans beaucoup de parties. Dans les Bandundu. Dans le Bandundu, tout récemment, à Yumbi. Et ça existe aussi dans le Kivu, où, par exemple, les Nandais ou bien peuvent se battre avec nos frères qui sont d'origine, dont les ethnies sont d'origine rwandaise. Je pense que c'est des questions à circonscrire dans des îlots, on va dire des territoires. Mais on ne peut pas dire que c'est une politique nationale que partout... Nous, on n'a pas des Tutsis ici au gouvernement. On en a au Parlement, non? On en a à la FEC, non? Donc je pense que ce n'est même pas la question, ça c'est le narratif de Rwanda. Et puis deuxièmement, vous voyez dans la partie orientale de l'Afrique, quand on parle de East African Community, en ce qui concerne la question congolaise, vous voyez les Burundi défendent la cause de la RDC, la Tanzanie joue un peu à la neutralité, mais presque tous les pays de l'Afrique de l'Est... La Tanzanie défend, ils sont même dans la SADC, les forces de la SADC. Je vous dis que la majorité des pays de East African Community soutiennent la cause rwandaise, écoutent la cause rwandaise, mais demandez-vous en Afrique centrale, la RDC est un pays de l'Afrique centrale, la RDC est plus défendue par la SADC en Afrique australe. Est-ce que vous voyez les pays de la région en Afrique centrale? Une dizaine, il y en a même plus. Vous voyez la Guinée équatoriale, la Centrafrique, le Tchad, le Congo-Brazza, le Cameroun, le Gabon, voilà. Défendre les Congolais de la RDC. C'est pour cela que je vous dis, il y a un sérieux problème au niveau de l'Union africaine et des organisations sous-régionales. Mais le problème, si le problème du Congo était pris à bras le corps, que non, l'Afrique a besoin de la paix pour se développer, la guerre allait se terminer depuis longtemps. Mais le problème, c'est aussi notre fait à nous, parce que le désordre, bien l'insécurité n'est pas le fait de seul M23, il faut le préciser. Il y a actuellement Codeco, Zaïre, les ADF qui tuent, et on n'entend personne parler. Hein. On sommes au mois de septembre. Ce mois-ci, je pense que le Codeco, le Zaïre et les ADF ont tué à peu près près de 40 personnes. Même pas un communiqué, même pas un deuil national. Ça passe comme ça. Donc je pense que le désordre, bien l'insécurité, n'est pas le seul fait du M23. Ça, c'est un mauvais narratif. On trompe qui? On se trompe à nous-mêmes. Parce que, et puis, dernier argumentaire, 30 secondes. On va chuter. 30 secondes, si vous permettez. La vie internationale n'est pas régentée par les organisations internationales. Non, il ne faut pas tenir compte de ça. Quand vous regardez, par exemple, les réalistes, la pensée internationale des réalistes qui vous disent, par exemple, que c'est la force qui fait le droit. Donc, regardez ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Comment on écrase Gaza. J'ai vu, il y a 2 jours, Israël est en train d'écraser le Liban sans que personne ne lève le petit doigt pour dire quoi que ce soit. Donc je pense qu'il faut se remettre en cause pour dire que nous aussi, on peut adopter une autre politique, peut-être aller dans le corps à corps, ça pourra peut-être amener des solutions. On va finir avec dans mon mat, mais comment faire comment la RDC doit faire pour pour que la communauté internationale soit convaincue de son argumentaire et que le Rwanda soit sanctionné et condamné? Il faut ajouter déjà à sa pensée beaucoup d'arguments convaincants. Okay? Le président a bien fait de dire que voilà, le Rwanda nous agresse. Il y a des troupes rwandaises. Oui, dans le rapport des experts de l'ONU, on parlait de 4000
militaires rwandais qui sont sur notre sol et qui occupent aujourd'hui des vastes pans de notre territoire dans le Rutshuru, le Masisi et le Nyiragongo. C'était donc important pour le président que de dire, voilà, il faut des sanctions ciblées contre le Rwanda. Et il y a quand même eu un petit péché qui a été commis. Tout à l'heure, je disais qu'il faut renforcer l'argumentaire. Lorsque le président dit « La guerre du M23 a fait déplacer 7 millions de personnes. » Point barre. Mais attends, il y a eu des morts. En tout cas, à moins que je ne me sois trompé, on n'a pas dit que voilà, cette guerre aujourd'hui a causé autant de morts. Il a parlé de morts lorsqu'il a évoqué les Génocostes. Oui, mais en ce moment-là, c'est un cas particulier. En ce moment-là, on était sur la guerre du M23. On était sur la guerre du M23 où l'on sollicitait les sanctions contre le Rwanda, puisque au regard... Ce qui fait mal aujourd'hui, c'est l'agression rwandaise. Des conséquences de cette invasion rwandaise via le M23. Et c'est dans ce cas-là que le président a évoqué les déplacements des 7 millions de Congolais à l'interne. Mais qu'en est-il des morts depuis que le M23 ont repris les chemins de la brousse? Il y a eu plusieurs morts. Déjà, il faut dire que les ADF sont plus meurtriers que le M23. Je ne les défends pas, mais le M23 aussi, sont meurtriers, ils sont des terroristes. Mais on ne peut pas attaquer cette question-là avec un positionnement partisan parce qu'on se trompe parfois. Les ADF tuent beaucoup. Oui, Patrick Lunga, les morts ne sont pas que la conséquence des tirs ou des échanges de coups de balle. Les gens qui se déplacent là, aujourd'hui, ils meurent de la famine. Aujourd'hui, on parle de Mpox. Mais pourquoi cette Mpox-là est due à quoi? C'est au déplacement des populations. Parce que c'est une maladie endogène. Mais puisque les autres sont venus et... sont dans la promiscuité. Oui, aujourd'hui, ils sont venus, ils ont contracté ça. Et ils ne savent pas guérir ça, ils ne sont pas immunisés contre ça. Et aujourd'hui, si il y a eu propagation assez rapide, une nouvelle souche. Pourquoi? Parce que l'Mpox, c'est d'abord une question de conditions hygiéniques. Ces morts-là, vous le mettez où? C'est vrai, ils sont morts directement de l'Mpox, mais en réalité, ce sont les victimes de la guerre. Oui. L'Mpox touche la plupart, tue les enfants en particulier. Pourquoi les enfants? Parce qu'ils sont rendus faibles par la malnutrition. Pourquoi ces enfants-là ne sont pas bien nourris? C'est à cause de la guerre. Voyez-vous, la guerre a des conséquences directes et indirectes. Certes, le M23, peut-être qu'il ne tue pas beaucoup de gens comme ça. Là encore, c'est à revoir, puisqu'ils ont bombardé des camps des déplacés. Ils ont bombardé des camps, ils ont bombardé des objectifs civils. S'ils ne tuent pas assez, ok, mais les conséquences indirectes apportent de nombreux morts. Et ça, ça devrait être dit comme tel. Il y a la régie qui me fait signe, il faut... Oui, et donc, mais au-delà de dire ce que, déjà, quand vous avez une tribune comme celle de l'Assemblée nationale des Nations Unies, il faut parler, parce que vous avez une audience plus grande. Et peut-être que... C'est une fois l'année. Oui, et peut-être que votre discours touchera d'autres nations, d'autres leaders qui peuvent également prendre à bras le corps votre cause. Mais bien entendu, pour que ces discours-là soient efficaces, comme on l'a dit, il faut activer d'autres mécanismes. Il faut la diplomatie. Il faut les lobbying. Il faut le lobbying. Il faut ce que... Les corps à corps. Il faut ce que disait... Bon, de toute façon, on dit... Mais il faut créer la dissuasion, non? Il faut créer la dissuasion. Momat ne veut pas les dire, voilà. Il faut créer la dissuasion. Le président a bien parlé, mais je veux dire ça ne suffit pas. Il faut créer la dissuasion. Leur montrer qu'on peut frapper aussi. Je crois que c'est l'une des raisons aujourd'hui pour lesquelles certains souhaiteraient, par exemple, que le Ouazalem, c'est un autre débat, soit incorporé dans l'armée. Je pense que les sujets sont tellement intéressants que... Ils font partie de la réserve générale de l'armée. Merci, Dieudonné Boinali. Il y a une loi
Bon, c'est pas un projet de loi. Il y a une loi, c'est la réserve générale de l'armée. Les Wazalins ne font pas. Merci Dieudonné Bonali, merci Don Momat, merci Patrick Ilunga. Je rappelle que vous êtes tous ici journalistes à Géopolis avec des spécialités différentes. Merci en tout cas pour vos analyses, vos interventions par rapport à ces deux sujets très importants. La réaction de l'entreprise générale de Cobalt par rapport à la décision ou à la sanction américaine infligée à la filière congolaise de Cobalt. Et puis nous avons parlé de sanctions demandées par le président de la République contre le Rwanda. Merci à l'équipe technique, merci aussi à vos fidèles téléspectateurs. Nous vous reviendrons très prochainement aux mêmes heures pour d'autres sujets intéressants.